Mes amis, je fais ce live notamment pour les lecteurs du Huffington Post, j'arrive à le prononcer, qui m'ont demandé de faire des corrections sur le bac philo et je profite de ce live pour passer en revue les sujets du baccalauréat de philosophie et puis une correction. Alors évidemment en philosophie il ne s'agit pas de correction, il s'agit de pistes possibles pour traiter le sujet. Voilà. Comme c'est un live, même si ça va être rediffusé en replay, je vais aussi prendre quelques interactions avec les internautes qui sont connectés en direct, de façon à rendre cette vidéo un peu plus vivante. On va d'abord faire les L, les deux sujets de dissertation, ensuite les ES, ensuite les S et ensuite les technos. Donc si une série vous intéresse particulièrement, vous pouvez essayer de zapper dans la présente vidéo. Voilà, donc on va tranquillement essayer de voir les sujets. Je vais vous rappeler des éléments de la méthode que j'ai mise au point, que j'appelle la méthode voyoute. Voyoute parce qu'il s'agit un peu d'arnaquer le correcteur, d'être le premier de son paquet de copies. Vous savez que chaque correcteur a une centaine de copies à corriger au bac. Et la méthode voyoute consiste à utiliser tous les moyens, tous les subterfuges, et parfois les moins philosophiques, pour avoir une excellente note. Voilà, j'avais testé ça en 2016, on avait eu 16,2 de moyenne sur une quarantaine de retours qui me sont parvenus, et on a remis ça en 2017, donc il y a toute une méthode expliquée, qui est bien peu philosophique, mais extrêmement voyoute. Bonjour tout le monde. Oui, on va... Ah non, je ne vais pas corriger les commentaires, Thomas. Tu viens de me demander est-ce qu'il y aura la correction des commentaires. Non, je n'ai même pas accès au texte, il est midi. Et puis la méthode voyoute se centre vraiment sur la dissertation. Donc pour les commentaires, vous savez bien, il faut dégager l'ordre du texte, définir tous les mots. Et puis il y a autant de méthodes qu'il y a de professeurs. Donc c'est assez casse-gueule de traiter le commentaire en philosophie et surtout d'avoir une correction valable. Voilà, donc commençons par la série L. Il y avait deux sujets. Le premier, suffit-il d'observer pour connaître? Le second, tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? On commence par le premier donc, et on va appliquer la méthode voyoute. Donc on va répondre oui au sujet, non au sujet et oui mais, c'est-à-dire un oui nuancé. Mais d'abord, recherche de la problématique. Quelle va être la question épineuse, le problème que l'on va poser? Alors, suffit-il d'observer pour connaître? Il y a trois termes à interroger dans ce sujet. Suffit-il? Sous-entendu, évidemment qu'il ne suffira pas. Quand on vous demande en philosophie suffit-il, le sous-entendu qui parle très fort, qui crie dans les oreilles, c'est que évidemment ce n'est pas suffisant. Suffit-il d'observer? Le deuxième terme, observer. Qu'est-ce que ça signifie? Observer, faire attention au monde qui nous entoure, notamment avec les yeux, il est question vraiment du regard. Et donc, suffit-il de regarder le monde pour en tirer des leçons, connaître la loi des phénomènes? On suppose que non, évidemment non. Il ne suffit pas d'observer pour connaître. Si je dois faire un micro-trottoir et demander aux passants dans la rue suffit-il d'observer pour connaître, je pense qu'à 64%, les gens diront spontanément, sans y avoir réfléchi pendant 4 heures au bac, ils diront spontanément non, il ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle je vais commencer ma grande partie grand 1 par un non au sujet, en faisant l'avocat. Et mon grand 2 sera donc un oui, en faisant le procureur, et mon grand 3 va être un non, mais nuancé et complexe. Suffit-il d'observer pour connaître? Connaître, qu'est-ce que ça signifie? Troisième terme à analyser évidemment. Est-ce que c'est connaître des lois? Est-ce que c'est apprendre des choses cachées, révéler l'ineffable, le non-dit? Est-ce que c'est pouvoir anticiper, connaître? Est-ce que c'est pouvoir diffuser mon savoir aux autres? Voilà, beaucoup d'interrogations qu'il va falloir se poser. Donc, on commence donc l'introduction. Spontanément, on a dit qu'on répondait non. Donc spontanément, on a l'impression que la connaissance est supérieure à la simple observation du monde qui nous entoure. Nous avons vraiment cette idée que la connaissance, c'est l'organisation des observations récoltées tout au long parfois d'une vie ou de plusieurs générations. On peut hériter de la connaissance de nos aïeux, on n'hérite pas forcément des observations de nos aïeux, et donc on a l'impression que la connaissance est un traitement
a posteriori des observations que l'on peut faire. Ça, c'est spontanément. Je pose donc la thèse qui va être mon grand 1. Non, il ne suffit pas d'observer pour connaître. Mais je dois, dès la deuxième phrase de mon introduction, contredire cette thèse avec un pourtant et montrer qu'en fait, l'antithèse est tout à fait valable. Donc, pourtant, que serait une connaissance qui serait complètement coupée de l'observation immédiate? Que serait une connaissance qui serait perdue dans l'abstraction, noyée dans des théories plus ou moins fumeuses, et donc coupée du réel? Est-ce que c'est encore une connaissance ou est-ce que c'est un excès de théorisation déconnectée du monde, voire une sorte d'illusion contemplative, un exercice pur de la raison, déconnecté des enjeux vitaux qui sont autour de moi, observables? Donc une connaissance qui serait éthérée et qui ne serait plus capable d'action. Est-ce qu'il n'y a pas un piège si on quitte le sol de l'observation, le sol du monde empirique et de l'expérience qui m'entoure, est-ce qu'il n'y a pas un piège de se réfugier dans une connaissance vide, creuse, hyper théorique, hyper froide, et qui ne en fait dit plus rien du monde dans lequel je suis? Donc vous voyez, je mets en danger, je mets en garde contre le danger d'une connaissance qui serait coupée de l'observation. Et donc là, ça me permet d'amener l'antithèse. Oui, il suffit d'observer pour connaître. Vous allez voir comment on va pouvoir y arriver. Et enfin, la problématique, c'est la troisième phrase de votre introduction. C'est toujours un comment. Dès lors, virgule, si j'ai dit que il ne suffit pas d'observer pour connaître et il suffit d'observer pour connaître, alors dès lors, comment? Et donc, comment on peut avoir A et non A? C'est ça qu'on va essayer de poser. Donc, comment la connaissance peut-elle excéder la simple observation en organisant la matière des phénomènes sans se perdre dans une abstraction déconnectée et qui serait en fait une illusion de la raison? Voilà, point d'interrogation. Voilà, là c'est une problématique intéressante. La problématique dans la méthode Voyout, c'est pour faire joli, hein, franchement. Dans une dissertation de terminale, la problématique c'est pour faire joli, pour être dans le bon casier de ceux qui ont plus de 10 sur 20 au baccalauréat. Un casier spontané, les profs nous classent spontanément dès les 3 premières phrases dans le casier en dessous 10, au-dessus 10. Mais en fait, on va essayer de répondre à chaque fois au sujet. C'est la meilleure méthode pour ne pas faire de hors-sujet. Chacune de nos sous-parties, et on a 3 par grande partie, donc 3 parties, 3 sous-parties, est une réponse directe au sujet et non pas à notre problématique. Donc ça, c'est une astuce pour rester toujours dans le sujet. On peut continuer un peu l'introduction. Il y a une 4e phrase qui consiste à montrer que la thèse, il ne suffit pas d'observer pour connaître, ne fonctionne pas. Il faut monter une limite dans cette... Là, je détaille un peu ce sujet qui donne un peu la méthode, et puis après, j'irai plus vite sur les autres sujets. Donc, en effet, on peut rajouter en 4e phrase de l'introduction, en effet, il ne suffit pas d'observer pour connaître, il faut que je montre que ça ne marche pas, hein, d'accord? Donc, en effet, me limiter aux simples observations, c'est m'empêcher de connaître les choses invisibles. Ça peut être les microbes, ça peut être les lois du cosmos, des choses qui, même si les lois du cosmos peuvent être observées, c'est plutôt sur des chiffres qu'on observe dans l'astronomie et l'astrophysique, on calcule des équations et des chiffres, plus que de la simple observation comme Copernic ou Galilée. Donc la science n'aurait pas pu inventer si elle ne s'était simplement contentée de l'observation, si elle n'avait pas fait un immense travail théorique pour essayer d'organiser les données qui me sont... Donc, on voit bien que connaître est supérieur à la simple observation, par une analyse critique, une analyse qui cherche à décrypter les choses invisibles du monde, les choses qui ne tombent pas sous mes sens. Inversement, et là on va montrer que l'autre ne fonctionne pas non plus, donc l'idée que de dire il suffit d'observer pour connaître, ça ne suffit pas. Inversement, si la simple observation donnait de la connaissance, il n'y aurait pas de notion de culture, il n'y aurait pas de notion d'érudition, il n'y aurait même pas de différence entre les intelligences humaines. Et on sait bien qu'il y a une différence dans les intelligences humaines. Il y en a qui ne connaissent pas, et pourtant ils observent comme les autres, ils ont les mêmes yeux et ils observent. Et puis il y en a qui connaissent, et donc il faut bien imaginer
que ceux qui ont de la connaissance, les sages, les savants, les philosophes éventuellement, ont dépassé la simple observation que le Kidam pourrait faire du monde pour accéder à autre chose. Quel est ce surplus qui fait qu'on peut dire lui il connaît ou lui il se contente de regarder. Voilà. Et puis on peut aussi en sixième phrase d'introduction montrer l'enjeu. Pourquoi cette question est importante. Il faut toujours dramatiser les questions qu'on vous donne au bac. On bloque les issues à la fois et puis à la fois on dramatise. Donc l'enjeu, très simplement, c'est de dire que c'est très important de devoir répondre à cette question parce que dans un monde qui repose sur les pulsions, qui repose sur l'observation et les réflexes que l'on pourrait avoir suite à nos observations, la distance que permet la connaissance, la grille d'analyse qu'elle nous permet d'avoir est un enjeu du monde, en tout cas d'aujourd'hui, mais un enjeu humain pour sa liberté. Sinon, je risque d'être victime de mes observations avec tous les risques d'illusion possibles. Donc, pour cheminer vers la vérité, il est très important de répondre à cette question, suffit-il d'observer pour connaître? Voilà, et puis on finit l'introduction par une septième phrase qui est l'annonce du plan. Là, je vous ai un peu esquissé le plan. Grand 1 non, grand 2 oui, grand 3 non mais. Donc ça donnera, dans un premier temps, on va dire non. Dans un premier temps, nous nous interrogeons sur la supériorité de la connaissance par rapport aux simples données d'observation. Pour enfin, deuxième temps, dire oui. Pour enfin comprendre les liens qui unissent l'expérience immédiate et la constitution du savoir, la construction du savoir, pour ensuite faire ça, et enfin troisième partie, et enfin déterminer les champs spécifiques de l'observation et de la connaissance, par exemple. Voilà. Essayer d'arriver à une critique, de limiter ce qui est de l'ordre de l'observation et ce qui est de l'ordre de la connaissance. Voilà, je vous ai détaillé un peu le dynamisme qu'il doit y avoir dans votre introduction. Hein. Je vais le répéter pour être didactique. Première phrase, on répond ce que l'opinion commune pense. Deuxième phrase, on dit mais non, en fait, c'est l'inverse. Troisième phrase, on dit mais comment on peut avoir ça et son contraire, problématique. Ensuite, on bouche les issues de la première thèse, on bouche les issues de la seconde, de l'antithèse, on montre qu'il est très important de répondre à la question, c'est l'enjeu, et puis on annonce le plan sous forme de tiroir vague. On n'annonce pas le contenu de nos parties, mais on annonce les champs d'investigation qu'on va parcourir. Bon, pour ce qui est du plan, quand on est dans la grande partie 1 et qu'on répond non, il ne suffit pas d'observer pour connaître, il va falloir trouver des arguments. Il faut trouver 3 arguments, 3 idées qui peuvent, alors là je ne vais pas vous les détailler parce que j'ai mes références, vous avez les vôtres, voilà, ça peut être des faits d'histoire, ça peut être des faits de science, c'était un sujet de L, mais ça n'empêche pas Well de citer des scientifiques, vous en avez croisé dans votre scolarité et peut-être en cours de philosophie. Et donc l'idée c'est d'organiser la plaidoirie de l'avocat de façon à ce qu'elle aille crescendo. Le grand 1 petit a, c'est tout doux. Suffit-il d'observer pour connaître? Non, bien sûr que non, parce que d'abord on peut être victime d'illusions. Donc on peut faire un grand 1 petit a sur la notion d'illusion. Illusion d'essence, quand le bâton est plongé dans l'eau, j'ai l'impression qu'il est courbé. C'est Descartes qui utilise cet exemple. Descartes est assez utile d'ailleurs pour dénoncer un peu cette idée d'illusion. Et puis, grand 1, petit b, on peut dire que non, il ne suffit pas d'observer pour connaître, car l'acte de connaître est un acte d'organisation de l'observation. C'est un acte qui vient après coup. On récolte des données et ensuite on les organise avec méthode. Descartes, là aussi, peut être utile. D'autres, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de citer des philosophes, mais ça peut vraiment vous aider. Et alors là, il faut radicaliser dans les petits c, les troisièmes sous-parties de vos parties. Donc on peut radicaliser en disant absolument pas, il suffit-il d'observer pour connaître, absolument pas, l'observation seule est une absence totale, hein, je radicalise, totale de connaissance. Celui qui est dans l'observation pure n'est pas dans la connaissance, à tel point qu'on ne peut pas observer de façon pure. On a toujours de la connaissance en nous qui nous aide à comprendre le monde et à voir le monde. Simplement dans le fait de voir le soleil comme éloigné, alors qu'en fait il est là, hein, c'est une boule de feu, j'ai l'impression que si je marche
un peu ce que pensaient les peuples primitifs. Si je marche vers le soleil, je vais le toucher un jour, hein. Mais je sais maintenant, homme du 21e siècle, que le soleil a des milliers d'années, de kilomètres. Et donc, je vois le soleil comme éloigné, mais en fait, c'est pas l'observation, je le sais comme éloigné. Cet exemple vient de Husserl, qui est un philosophe du début du XXe siècle, phénoménologue, et il raconte ça très très bien. Il montre que dans toute saisie du monde, dans toute compréhension, observation du monde, il y a déjà un apport de connaissances. Et donc, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'observation pure. Il n'y a pas d'observateur pur. Il y a toujours un observateur qui a des idéologies, des préjugés et une connaissance qui l'aide à voir. Là, on a radicalisé, suffit-il d'observer pour connaître le nom. Grand 2, petit a, on va devoir prendre le parti pris opposé. On devient le procureur, on change de casquette. L'avocat a fait sa plaidoirie, non, et maintenant le procureur va dire oui. On va commencer doucement en remettant en question ce qui vient d'être dit par l'avocat. Donc, ah bon, tiens donc, l'observation n'est pas suffisante. Alors ça voudrait dire que tout le monde doit passer par des études laborieuses, compliquées, pour pouvoir véritablement observer. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a plein de peuples dits primitifs où l'observation a pu vraiment déboucher sur de la connaissance. Regardez par exemple l'usage qu'ils ont de la médecine naturelle, l'usage des plantes, des baies, etc. Usage qui se transmet d'ailleurs de génération en génération. Savoir comment utiliser telle drogue ou comment utiliser tel aliment qui pourrait être du poison mais qui peut aussi guérir si on le dose bien, on pourrait croire que c'est de la connaissance pure. En fait, c'est lié aux observations de mes aïeux. Même si moi j'ai hérité d'une connaissance, cette connaissance était à la base une série d'observations où ils ont mangé les baies rouges qui avaient l'air succulentes et ils sont morts ou ils ont eu mal au ventre, plusieurs fois répété. Et donc il y a un phénomène de déduction. Je tire des analyses de cas particuliers à partir d'une loi générale, ou d'induction. Je tire une loi générale à partir de cas particuliers. J'ai toujours observé que les corneilles étaient noires, et donc je dis, dans la définition de ce que c'est une corneille, c'est un oiseau noir. Voilà, évidemment, rien ne me dit voilà, peut-être que je peux rencontrer un jour une corneille blanche. Donc l'induction, la déduction ne sont fondées finalement que sur l'observation. Et même lorsque j'hérite de sciences extrêmement élaborées, extrêmement théoriques et apparemment très loin de l'observation, prenons par exemple la géométrie. La géométrie, on fait des calculs, on n'est pas en train d'observer le triangle, on calcule dessus. L'observation, à la rigueur, peut nuire à la compréhension d'une science. Même ça vient d'abord. Il suffit de voir comment on a calculé le cercle pi, pas le cercle pi, quand on a trouvé le chiffre pi, il était question vraiment d'observation maintes fois répétée. Toute science construite s'est édifiée sur de l'observation. Et là, ça rejoint un peu les thèses des empiristes. Je pense à Locke, je pense à Hume. Voilà, si vous les avez vus, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez avoir toujours une bonne note sans citer de philosophe, évidemment. Mais il y a l'idée de l'origine empirique, de l'origine expérientielle de toute connaissance. Donc, on va crescendo. Le A, c'était une petite remise en question. Le grand 2, petit b, m'a montré que la connaissance a besoin d'observation, a besoin de vérification, cette notion de pouvoir faire des expériences cruciales, c'est-à-dire une expérience où on a deux théories qui sont concurrentes, et on va mettre en place un protocole expérimental scientifique qui va invalider une des théories et valider une théorie. Donc l'idée d'expérience cruciale, la lumière est-elle particule, est-elle ondulation, on fait une expérience cruciale qui réfute une thèse et qui valide une autre thèse. Donc c'est bien sur l'observation qu'on peut trancher entre des connaissances ou plutôt des théories qui sont concurrentes. Donc l'idée d'expérience scientifique est vraiment intéressante en ce sens-là. Et puis grand 3 petit b, non, grand 2 petit c, on radicalise le oui, il suffit d'observer pour connaître. Évidemment, on va même radicaliser en disant toute connaissance est observation. Voilà, toute connaissance est observation, sinon elle ne veut plus rien dire. Et donc on peut vraiment réfléchir sur cette radicalité que finalement c'est dans le rapport au monde qu'on valide ou invalide des thèses. On peut parler même du principe de réfutabilité ou de
falsification de Popper, Karl Popper, qui est un épistémologue, qui dit finalement qu'une théorie scientifique n'est scientifique que si elle nous explique comment mettre un protocole capable de l'invalider. Voilà, et c'est pour ça qu'il réfute l'astrologie par exemple comme une théorie non scientifique, parce qu'on ne peut pas mettre un protocole qui l'invaliderait. Et donc là on peut parler justement de cette différence entre la pseudo-science comme l'astrologie, soi-disant fondée sur l'observation, mais finalement pas scientifique, parce que la connaissance, l'observation des constellations ne dit rien de l'état réel des étoiles, du lien des étoiles entre elles, c'est juste quelque chose de l'ordre de l'observation. Et puis la théorie scientifique, toute théorie scientifique, la démarche scientifique qui consiste à valider les théories par l'observation, qui peut être très fine, très élaborée, mais qui reste toujours l'idée d'une expérience où on observe ce qu'il se passe. Voilà, la troisième partie, toujours de ce premier sujet que je détaille un tout petit peu, la troisième partie, c'est vraiment cette idée d'arriver à ce qu'on disait en première partie, mais nuancé. Vous devez être malin pour le grand 3. Il faut donc répondre non. Non, il ne suffit pas d'observer pour connaître, mais ça doit être un tout petit peu nuancé par rapport aux thèses un peu radicales de l'avocat. Donc non, alors là, il faut aller de façon un peu maligne. Qu'est-ce qu'on va rajouter en plus à l'observation pour que ça produise de la connaissance? Vous le sentez bien, on va rajouter de la philosophie, tout simplement, du jugement critique. La possibilité non seulement d'avoir des observations, mais de réfléchir à ces observations, de les critiquer, de les comparer, de dialoguer dessus, et donc de mettre du point d'interrogation, du doute, de la démarche philosophique, quel que soit le niveau de scientificité de la connaissance, dans l'acte d'observer. Donc on commence tout doucement, grand 3, petit a, on va dire que non, il ne suffit pas d'observer pour connaître, parce que l'observation sans l'idée de critique et de réflexion, ça marche pas. Hein. La contemplation, qui donne d'ailleurs le mot théorie, hein, théoria en grec ça veut dire contempler, la contemplation c'est pas de l'observation. Vous pouvez faire la différence entre ces deux choses. Quand j'observe, je ne contemple pas. Dans la contemplation, il y a l'idée d'accéder à l'essence du monde. Je vous renvoie à Platon pour cela, d'accéder à dépasser justement l'essence, ne plus être dans la caverne platonicienne. C'est le moment de placer votre caverne platonicienne, si vous l'avez dans votre besace de référence. Justement, dans la caverne, les esclaves se contentent de l'observation, ils observent des fantômes, ils observent des choses fausses, ils sont dans l'illusion, alors que le but du philosophe, c'est d'observer les idées. Ne pas regarder des triangles dessinés sur le sable, mais d'accéder à l'idée de triangle. Ne pas regarder des choses belles, mais d'accéder à l'idée de beauté. Et donc accéder aux idées, c'est pas simplement l'observation, ou alors c'est l'observation-contemplation, c'est-à-dire on contemple directement les idées. Donc là vous faites un crescendo de 3 idées comme ça, 3 arguments, et vous finissez par le petit c, qui doit être un hymne, toujours le grand 3 petit c, un hymne à la philosophie, histoire de vraiment flatter votre correcteur et qu'il vous mette une très bonne note. Il faut évidemment dire, non, il ne suffit pas d'observer pour connaître. La connaissance est un processus d'organisation de l'observation qui nécessite le jugement critique et de penser par soi-même. Quelqu'un qui ne penserait pas par soi-même, qui n'aurait pas d'autonomie dans sa réflexion, pourrait observer tout et n'importe quoi sans accéder à de véritables connaissances dignes de ce nom. Donc seule la démarche philosophique peut nous apporter une connaissance qui, bien sûr, est connectée à l'observation, donc c'est là où on est nuancé par rapport au grand 1, mais c'est une connexion à l'observation qui est très élaborée et qui essaye d'accéder à une organisation de ces observations vers une ligne de vérité, peut-être inatteignable, mais en tout cas une démarche, un processus. Voilà, dans la conclusion, on répète les temps par lesquels on est passé, on dit qu'on est un héros, on ne le dit pas comme ça, mais on montre que c'était très difficile, mais très important, et qu'on a réussi à trouver ça. Et puis on finit la conclusion par une sorte d'ouverture qui n'est pas du tout un point d'interrogation, qui est simplement une ouverture sur le monde d'aujourd'hui. C'est 3-4 phrases, 2 phrases, sur aujourd'hui. Cette question est très importante parce que nous sommes tous spectateurs. Je pense que la notion de spectateur elle est intéressante, on aurait pu la traiter avant d'ailleurs. Nous sommes tous dans une société du spectacle, on nous demande tous d'observer, et puis d'observer le silence aussi, hein, de nous taire, de ne pas prononcer de jugement critique. On observe passivement les choses. Le but du jeu, c'est évidemment de pouvoir agir dessus. La connaissance, c'est la première action sur les observations, c'est un pas vers l'autonomie et vers la liberté humaine. Aujourd'hui, on en a bien besoin
à l'heure des fake news, à l'heure de la post-vérité, de ne pas se contenter de ce qu'on observe, mais de vérifier nos connaissances, les sources de nos connaissances, et d'organiser, de prioriser, on le dit dans le jargon journalistique, d'organiser les choses importantes, les choses moins importantes, donc de discriminer dans toutes les observations celles qui sont pertinentes, qui disent quelque chose et font avancer la réflexion et la pensée, et les observations qui sont futiles, banales ou redondantes. Voilà pour un premier sujet un peu décrypté techniquement. Voilà, on a pris quand même notre temps, 25 minutes, donc maintenant je vais aller beaucoup plus vite. Que l'on me pardonne. Faisons le sujet numéro 2 de la série L. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? On imagine bien que la réponse du micro-trottoir, ça sera non. Non, bien sûr. J'ai peut-être le droit de faire... j'ai le droit de trahir quelqu'un. J'ai le droit... Alors, qu'est-ce qu'on entend par droit? Il y a 3 choses à interroger. Tout, évidemment, on va limiter le tout. Dans un sujet de philo, quand vous avez tout, vous devez limiter. Et montrer justement en troisième partie quelle est la limite. Donc ensuite, ce que j'ai le droit de faire. Alors là, le droit de faire, il y a plein de sens possibles. Est-ce que c'est le droit que mes parents me donnent quand je suis enfant? Est-ce que c'est le droit que la justice me donne? Est-ce que c'est le droit que mon entreprise me donne? Est-ce que c'est le droit que la morale partagée, mais j'ai le droit, mais quelque part j'ai pas le droit? Dans un pays où, par exemple, l'alcool est interdit par la religion d'État, c'est compliqué de boire. Donc je peux avoir le droit au niveau peut-être légal, mais quelque part il y a une pression sociale qui peut m'en empêcher. Donc vous voyez, tous les jeux de mots, tous les sens doivent être passés en revue. Et puis tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Qu'est-ce que c'est une action juste? Une action juste, est-ce que c'est une action conforme à la morale? Est-ce que c'est une action conforme à ma morale? Est-ce que c'est une action qui est vraie, qui est juste au sens d'adéquation au monde, exact, etc. Juste par rapport à Dieu, juste par rapport aux hommes, juste par rapport à la société. Donc voilà, on joue sur tous ces niveaux. On arrive à une problématique, évidemment, de réfléchir sur ce qu'est un acte juste, une action juste. Est-ce que c'est simplement être dans la légalité? Est-ce que la loi, la légalité, me garantit d'être dans la justesse et la justice? Parce qu'il y a ces deux notions dans l'idée d'être juste. C'est la justesse de la précision, de l'exactitude, et puis c'est l'akribéia, on dit en grec, c'est la notion grecque. Ou est-ce que c'est la justice, la loi, évidemment? Donc, grand 1, on va répondre non, une fois qu'on a fait l'introduction. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Non, bien sûr que non. On va faire un crescendo et on aboutira très vite sur l'idée que, à tous les niveaux, que ce soit la loi humaine, même dans la loi humaine, il y a des choses qui sont légales, qui sont très clairement définies, donc, et puis il y a des choses qui sont justes au sens où je ne laisse personne et je suis dans une morale tournée vers le bien pour autrui. On peut être sûr que, par exemple, on peut licencier des salariés de façon très légale, c'est tout à fait légal parfois, mais c'est absolument pas juste. Des gens qui ont bossé pendant 40 ans dans une boîte et qu'on avertit par les médias qu'ils sont virés sans même leur adresser la parole, on les traite comme des chiens, il est évident que moralement ça pose de gros problèmes. Il est évident que j'ai peut-être le droit de trahir mon ami, j'ai tout à fait le droit au terme légal, j'ai le droit par exemple, alors que je lui ai promis des choses, de ne pas tenir mes promesses s'il n'y a pas de contrat, si j'ai pas signé de contrat. Mais on pense bien que ce n'est pas juste. Donc évidemment, tout ce que j'ai le droit de faire n'est pas juste, bien sûr que non. Une action juste est une action qui repose sur la morale et pas forcément sur la légalité. Voilà. Deuxième partie, on va évidemment dire exactement l'inverse, vous avez compris la méthode, on prend la voix du procureur et on dit oui. On dit oui, on peut s'aider de Rousseau, par exemple. La liberté, c'est se soumettre finalement aux lois que je me suis prescrites. Et donc à partir du moment où le contrat social a déterminé la volonté générale, ce que tout le monde pense être autorisé à faire, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. À partir de ce moment-là, toutes mes actions, si elles sont conformes à ce contrat social, seront des actions qui pourront éventuellement être dites justes. Et puis on peut aller dans une forme de radicalisation de cette thèse. Finalement, une action même de trahison, de déloyauté, etc., peut s'avérer juste.
Il suffit juste de mettre un peu de temps et de voir sur une longue distance ce que ça va être. Comme on a le nez dans le guidon, comme on est pris dans les vicissitudes de l'instant, de l'action, et qu'on n'a pas le temps de réfléchir à chaque fois, c'est pour ça que Descartes utilise une morale qu'il qualifie de provisoire, parce qu'il faudrait déjà tout connaître pour pouvoir faire une vraie morale. Donc la morale, c'est toujours une sorte de bâton pour éviter que je boite, une béquille, mais elle n'est jamais établie. Il faut d'abord établir toute la connaissance pour que je puisse établir une morale qui serait parfaite. Donc voilà, c'est une action juste, il n'y a que l'avenir qui pourra vraiment me le dire. Et donc ce qui compte, c'est évidemment d'être dans la légalité, c'est la légalité qui compte. Kant peut nous aider à ça, vous savez que Kant préfère vraiment des réformes de la loi plutôt qu'une révolution, plutôt qu'une désobéissance par rapport aux lois. En ce sens, c'est pour ça qu'il est très réactionnaire. Eh bien, évidemment, on peut dire tout ce qui est dans l'ordre de la loi, tout ce que j'ai le droit de le faire au sens juridique du terme, forcément, il est juste, on n'a pas trop à se poser de questions. Et puis, la troisième partie, faut être philosophe, encore une fois. Troisième partie, c'est toujours, on va vers un hymne à la philosophie. Tout ce que j'ai le droit de faire, c'est juste, ça concerne l'éthique, ça concerne les grandes réflexions. J'ai le droit de faire certaines choses et je peux être injuste. Et parfois, je n'ai pas le droit de faire des choses et je serai juste en désobéissant à la loi. Dans une dictature, il est évident que la loi est injuste. La loi peut être injuste. Elle est légale, mais elle est injuste. Et donc, je dois désobéir pour garder mon humanité. Or, qu'est-ce qui me garantit que j'ai accès à l'humanité? C'est la réflexion critique. C'est parce que je juge dans mon cœur et en mon âme et conscience de ce que doit être la justice. Et donc, c'est toujours un jugement moral en moi-même qui me fait dire qu'une chose est juste ou pas. C'est pas en regardant le code civil que je peux agir et gouverner ma vie, mais c'est en analysant ma morale et en étant conforme à mes valeurs. Donc là, on peut parler de valeurs. Et on peut parler surtout de philosophie. Il faut réfléchir sur ses actions par rapport à ses valeurs et être en adéquation avec ses valeurs pour pouvoir être juste. Parfois, ça oblige à désobéir par rapport à des lois qui seraient des lois injustes. Parfois, ça oblige à obéir à des lois, même si ça va contre mes pulsions et mes instincts les plus spontanés. Voilà un peu pour le sujet. Passons maintenant à la série ES. Deux beaux sujets dans cette série. Je peux juste vous citer une petite chose pour le sujet que je viens de traiter. Cette phrase d'Albert Einstein. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. C'est assez intéressant parce que la famine, par exemple, le fait qu'il y ait des enfants malheureux, tout ça, ça peut se faire en toute légalité et pourtant il y a un combat de justice pour justement essayer de dépasser la simple loi et d'arriver dans des actions humanistes et porter vers une élévation de l'humanisme. Alors, série ES, la raison peut-elle rendre raison de tout? Dès qu'il y a tout en philosophie, il faut se méfier. La troisième partie sera une nuanciation, une limitation de ce tout. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, il y a un petit jeu de mots, la raison peut-elle rendre raison? Il ne faut pas se laisser impressionner, il faut analyser le tout, il faut analyser la raison, qu'est-ce que c'est? Donc, faculté rationnelle, faculté de connaissance, mais aussi faculté de chercher du connu quand je ne connais pas. Ça peut être la raison qui cherche absolument à organiser le savoir vers un inconditionné absolument inatteignable. C'est un peu la vision de Kant. Et puis peut-elle rendre raison? Qu'est-ce que ça signifie rendre raison? Donc expliquer tous les phénomènes, expliquer tous les phénomènes humains, psychologiques, tous les phénomènes de la nature. Voilà. Est-ce que la raison peut rendre raison de tout? Donc grand 1, si on demande un micro-trottoir dans la rue spontanément, les gens diront non encore une fois. C'est des sujets, d'ailleurs on voit bien la tonalité de ces sujets de bac 2017, c'est que c'est une tonalité où il faut d'abord répondre non et finir par du non. Donc ça nous oblige à être bien critique. Le micro-trottoir, non, la raison ne peut pas rendre de tout, il y a des choses qui dépassent la raison. On peut dire d'ailleurs que la foi, la croyance en Dieu, la croyance en des mondes parallèles, ça permet d'expliquer des choses. La croyance aussi a des complotismes, à l'idée qu'il y a des traquenards ou des organisations cachées, obscures qui gouvernent le monde. C'est pas la raison, on n'est pas dans le domaine de la raison, ça peut pas se prouver véritablement, ça peut pas
se démontrer rationnellement, et pourtant ça rend raison, même si c'est du délire, ça explique. Hein, rendre raison, c'est pas forcément être dans la vérité, c'est simplement donner une explication du monde. Donc le paranoïaque va rendre raison de tout, mais il ne va pas utiliser sa raison, il va utiliser son délire pour expliquer des phénomènes qui n'ont pas de lien entre eux, pour expliquer qu'on est menacé alors que la menace n'est pas démontrable, etc. Donc vous pouvez faire un crescendo et montrer que la raison, d'ailleurs, elle peut d'ailleurs ne rien expliquer du tout. Et vous pouvez même critiquer la notion même de raison en disant que la raison, la plupart du temps, délire, notamment dans les émotions humaines. Vous connaissez cette phrase de Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Voilà, le cœur n'a pas de raison. La foi, parce que le cœur, c'est pas l'amour, hein, pour Pascal, ou alors c'est l'amour de Dieu. C'est pas les petites romances qu'on peut avoir dans la vie en s'embrassant. C'est pas ça, c'est vraiment le cœur au sens de la foi. Pascal distingue bien la raison et la foi. La foi est irrationnelle et pourtant elle peut rendre raison de plus de choses que la raison elle-même, puisqu'elle peut expliquer pourquoi le monde est ainsi déterminé dans une sorte de perfection. Ça rejoint aussi l'idée de Leibniz. Leibniz montre que tout est rationnel, et quand on n'arrive pas à comprendre la rationalité de quelque chose, par exemple un tremblement de terre à Lisbonne, en 1755 si je ne m'abuse, qui fait réfléchir tous les philosophes des Lumières sur est-ce que le monde est parfait, est-ce que Dieu a créé un monde parfait? Ben non, il y a des tremblements de terre qui tuent des innocents, et Leibniz dira que non, en fait c'est parfait, mais il faut juste prendre du recul et avoir une vision globale du tableau. Quand vous avez le nez sur un tableau, parfois il y a des choses qui sont pas belles et incompréhensibles, mais quand vous prenez du recul, vous comprenez qu'il y a une harmonie, et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et donc c'est cet optimisme leibnizien qu'on peut mettre en valeur. Deuxième partie, on va dire, la raison peut-elle rendre raison de tout? Oui, il va falloir répondre oui. Ceux qui n'ont pas répondu oui dans une partie à ce sujet sont bien mal barrés, je vous le dis tout de suite, pour avoir au moins un 12. Ça va être compliqué. Donc il faut se démener avec énergie et conviction pour plaider pour le oui. Oui, la raison peut rendre raison de tout. Alors, elle peut rendre raison de tout à plein de niveaux, mais on peut trouver des explications rationnelles pour tout. Voilà, exactement. Et on a dit que le délirant n'était pas rationnel, mais en fait, il fait preuve de rationalité. Il n'y a pas plus rationnel finalement qu'un paranoïaque. Je crois que c'est Isaac Asimov, l'auteur de science-fiction, qui raconte ça, que le paranoïaque, il est surrationnel. C'est-à-dire qu'il utilise sa raison trop. Et à la rigueur, ça le ferait respirer s'il pouvait accéder à d'autres choses comme l'émotion, comme l'intuition, et pas comme la raison. Mais justement, le paranoïaque, il surutilise sa raison. Et donc la raison est une puissance d'organisation du savoir pour rendre raison de tout, y compris des choses qui ne tombent pas, pour reprendre le sujet précédent, sous mes sens, sous mon observation. C'est l'hypothèse de Kant. Kant distingue l'entendement et la raison. L'entendement, c'est justement ce qui tombe sous le coup de, je dirais, de ce qui est autour de moi, de l'observation, etc. J'organise les choses, mais la raison va utiliser ce que l'entendement lui donne pour essayer de partir dans des délires et essayer de comprendre l'incompréhensible, jusqu'à la métaphysique, hein, les choses qui dépassent le monde sensible, la métaphysique, Dieu, l'idée de monde en général, etc. Donc oui, la raison peut rendre raison de tout. Et d'ailleurs, on peut finir en radicalisant cette deuxième partie en disant que la science a bien espoir un jour de comprendre la clé de l'univers. Alors ça sera peut-être dans 4500 ans, mais la science fait des progrès considérables qui s'accélèrent chaque année, et donc on va vers une définition globale du monde, et donc la raison peut rendre raison de tout, même si elle n'y est pas encore arrivée. Il y a un progrès de la raison, ça peut nous rejoindre aussi les thèses de Hegel. Hegel, le philosophe qui pense qu'il y a un progrès dans l'esprit humain, il y a des époques, il y a des âges, et l'esprit humain progresse comme ça à travers le temps, et on imagine bien que on va pouvoir expliquer le monde en continuant ce progrès ad infinitum. Et puis la dernière partie, encore une fois, je vous laisse deviner de quoi on va parler dans cette dernière partie, vers quoi on va cheminer. Dans le grand 3 petit c, on va cheminer vers un hymne à la philosophie, bien sûr. Ça tombe bien, le sujet s'y prête admirablement. Et donc on peut arriver à l'idée que la raison, quand elle doute,
la raison philosophique, pas la raison instrumentale qui cherche à utiliser le monde selon son bon plaisir, mais la raison utilisée par la philosophie qui doute, qui questionne, qui sait qu'elle ne sait pas, c'est quand même bien rationnel ça, de savoir qu'on ne sait pas, pour reprendre le mot de Socrate, je sais que je ne sais rien, eh bien la raison, elle ne peut pas rendre raison de tout, elle ne peut pas tout expliquer, mais elle peut s'interroger surtout, ce qui est quand même pas mal. Donc on dit non au sujet, mais vous avez vu la belle nuance que l'on fait. Hein. C'est pas, elle ne peut pas rendre raison de tout parce qu'elle est limitée, c'est elle ne rend pas raison de tout parce qu'elle elle soumet, elle remet en question les choses. Et quelque part, c'est une façon de demander aux choses et aux phénomènes et à tout ce qui nous entoure plus d'explications, de nous solliciter à inventer des systèmes de compréhension toujours plus fins, toujours plus subtils. Et donc, on va comme ça crescendo vers cette dernière partie. Merci de partager, les amis, je vois que vous partagez, merci. Et on s'achemine vers la dernière partie qui consiste à dire seule la philosophie peut non pas rendre raison de tout, on répond toujours non au sujet, mais en tout cas tout remettre en question, y compris les choses les plus irrationnelles. La philosophie peut essayer, par le questionnement critique, de pouvoir poser son regard rationnel sur toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'était le premier sujet de la série ES. Allons maintenant vers le deuxième sujet. Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Magnifique question. Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Alors, si je fais un micro-trottoir, la plupart des gens vont répondre oui. Voilà. Même s'ils vont dire oui, mais des fois l'artiste il croit que c'est beau alors que c'est pas beau. Ça, il y en a plein qui vont répondre ça. Mais on imagine bien spontanément que l'œuvre d'art vise quand même une forme d'harmonie, de beauté, de choses qui nous satisfont en termes d'émotion, en termes de perfection, en termes de beauté. Voilà. Donc ça c'est une vision classique, évidemment. Une œuvre d'art est nécessairement belle, ça c'est le micro-trottoir. Moi j'ai l'impression que ça serait quand même rigolo qu'on puisse dire non à la fin. Qu'aujourd'hui, surtout avec l'art contemporain, c'est plus du tout la beauté que l'on vise, mais c'est l'expérience émotive, émotionnelle. Quand vous voyez un film d'horreur qui peut d'ailleurs confiner jusqu'à l'œuvre d'art, quand vous jouez à un jeu vidéo qui peut confiner jusqu'à l'œuvre d'art, quand vous allez voir des performances chorégraphiques absolument horribles, où on danse sur de la viande ou du beurre avec des corps qui sont difformes, c'est pas la beauté qui est recherchée, mais l'expérience émotionnelle. J'ai l'impression que c'est quand même bien et un peu moderne de finir là-dessus. Mais l'autre plan était possible. Moi je vais faire donc non, oui, non, mais. Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Le nécessairement doit être interrogé. C'est comme le tout, vous savez, hein, les tout. Ça vous indique qu'il va falloir limiter le champ d'action. C'est pas nécessairement belle. Non, ça dépend. Belle, il va falloir le définir. Il y a plein de façons d'être belle. Belle selon des critères, belle selon une harmonie préétablie. Belle en soi, est-ce que le beau en soi existe? J'en doute fort. Et puis, belle au sens de belle pour l'âme, belle parce que ça nous émeut, ça nous touche. Est-ce qu'on peut parler de beauté en ce sens-là? Et puis, œuvre d'art, il va falloir qu'on définisse un peu l'œuvre d'art. Est-ce que la tour Eiffel est une œuvre d'art ou une œuvre d'industrie? Est-ce que l'architecture est de l'œuvre d'art ou des œuvres de construction urbaine? La gastronomie... Est-ce que toutes les musiques sont des œuvres d'art, même la musique commerciale? Est-ce que le film est une œuvre d'art tout systématiquement et pas une industrie extrêmement pléthorique et qui vise le succès financier? Voilà, donc c'est à réfléchir, hein, gratuité de l'œuvre d'art ou pas, tout ça il va falloir le décanter. Alors, grand 1, moi je dirais non, une œuvre d'art n'est pas nécessairement belle. D'abord parce que la beauté est relative. Moi je trouve ça bien qu'on puisse faire un truc sur la beauté relative. Il suffit de voir les différentes cultures. Les femmes girafes en Afrique, j'ai oublié dans quelle ethnie ça se trouve, mais les femmes qui ont un cou comme ça, qui a été artificiellement, exagérément grandi, ça peut être fascinant, intriguant, on ne peut pas spécifiquement dire que c'est beau. Dans les critères de beauté cosmétique de tous les peuples du monde, franchement, on n'est pas toujours dans les critères occidentaux. Il y a une relativité, un relativisme dans les cultures. Ce qui est beau dans une culture peut être laid, voire absolument condamné dans une autre.
Donc tout ça, ça dépend de l'éducation à la beauté, et la beauté est une construction culturelle, certainement pas naturelle. Même si on peut s'accorder qu'un beau coucher de soleil ou qu'un beau paysage est beau pour n'importe qui, il n'en va pas de même pour la musique. Hein. Il n'est pas du tout dit que si on fait écouter du Mozart, je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui circulent là-dessus, mais en fait il n'est pas tellement dit que Mozart pourrait plaire à des Balinais. Et il n'est pas dit que des musiques du Nord Congo, du Nord Kivu, on puisse les trouver belles, forcément belles, jusqu'à être en pamoison avec certaines dissonances. Et même dans l'art contemporain, là n'en parlons pas, mais je préfère le réserver en troisième partie, mais on sait très bien qu'il y a une évolution pour en arriver à l'art contemporain. Il y a eu des paliers qui ont fait scandale à chaque fois. Je vous rappelle que le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky a été totalement, qui maintenant nous semble très joli et très beau, parce que les dissonances ont s'y fait, avec le jazz, avec tout ce qu'on a écouté, on écoute ça, on sent pas tellement de dissonance. On sent quelque chose proche d'une musique de film plutôt. À l'époque, on appelait ça le massacre du printemps. Les gens ont quitté le théâtre de l'Élysée, le théâtre du Châtelet, en étant absolument scandalisés par cette musique dissonante. Donc toute l'histoire de la musique montre qu'il y a eu toujours, en Asie les femmes girafes, merci Elisabeth. Voilà, je rectifie, c'est un peu spontané. Vous savez, j'ai rien préparé, j'ai juste écrit des sujets. Hein. Je n'ai absolument pas de notes à part les sujets. Hein, donc tout ça, c'est de l'improvisation spontanée. C'est ce qu'il y a de bien parce que c'est frais pour vous, plutôt qu'un truc hyper chiadé qui finalement va plutôt écraser les bacheliers en disant mon Dieu, j'ai pas parlé de ça, ça, ça. Donc je vous livre un peu mes pensées comme ça. Voilà, donc on dit non. Deuxième partie, on va dire oui, une œuvre d'art est nécessairement belle. Ça nous renvoie à Platon, l'Hippias, le dialogue Hippias majeur de Platon, où il réfléchit sur la beauté notamment. C'est quoi la beauté? Alors définir la beauté, c'est une belle marmite ou c'est une belle femme, c'est pas définir la beauté. C'est très compliqué de définir la beauté. Mais on peut penser qu'une certaine harmonie entre les parties, une certaine symétrie, un certain jeu de couleurs, il y a des critères de beauté qui sont des critères qui sont certes culturels, mais il n'empêche que l'artiste lui-même crée dans une culture donnée. Donc son œuvre d'art va être nécessairement belle par rapport à sa culture donnée. Vous comprenez? Donc même si les cultures sont relatives, l'artiste, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a un art gréco-latin, un art africain, un art de Papouasie, etc. C'est-à-dire que c'est un art qui a appliqué les critères de beauté de sa culture. Voilà. Donc c'est forcément nécessairement beau. L'artiste, c'est celui qui nous apporte cet enivrement de l'âme face à un spectacle de beauté qui nous nourrit, qui nous sauve peut-être, et qui en tout cas nous émeut profondément parce que c'est une beauté qui non seulement nous émeut, mais nous tire des sentiments nobles. On peut parler de la purgation des passions pour Aristote, le fait de pousser les émotions au paroxysme nous nettoie, il y a quelque chose de purificateur dans l'œuvre d'art qui est proche d'une sorte de beauté, parce qu'en vidant mes passions sordides, mes colères, ma rage et mes peurs, finalement l'œuvre d'art m'améliore moi-même, me remet dans un état d'humanité et non pas d'animalité. Voilà, donc c'est nécessairement beau, on va radicaliser en disant que toute œuvre d'art est belle pour l'artiste, au moins pour l'artiste. L'artiste cherche à s'émouvoir lui-même et la beauté finalement, elle est de pouvoir exprimer l'inexprimable, elle est de pouvoir mettre en scène des choses qui sont de l'ordre de l'affect de l'artiste. On peut être dans une perspective romantique pour le coup, où le but du jeu était d'exprimer des sentiments. L'artiste devait exprimer des sentiments, même si ça dérogeait aux normes de l'époque et ça faisait scandale. Troisième partie, une œuvre d'art est nécessairement belle? Non. Non, pas nécessairement, mais on va nuancer. Je pense qu'on peut comprendre que il y a un art de la laideur qui est, mais en tout cas une œuvre d'art est nécessairement puissante au niveau de quoi, à votre avis? Je vous laisse deviner de quoi on va parler dans cette troisième partie, qui va culminer en grand 3 petit c. Oui, vous me répondez, la philosophie. La philosophie. Finalement, la beauté n'est qu'une construction intellectuelle. Une chose n'apparaît pas belle comme ça, une chose apparaît belle parce que j'ai une culture donnée et parce que je me familiarise à cette chose. Je dois m'approprier l'œuvre d'art en tant que spectateur. Guernica de Picasso, est-ce que c'est beau?
quand Guernica était là, c'était extrêmement violent. C'était, vous savez, ce tableau, suite à un bombardement du village de Guernica, qui a fait des morts, et qui montrait la barbarie humaine. Les nazis qui interrogeaient Picasso ont dit « Ah, c'est vous qui avez fait cette toile, c'est vous qui avez fait cette œuvre ?» Et Picasso leur a répondu « Non, c'est vous, voilà, c'est vous qui avez fait ce bombardement. » Très forte phrase de Picasso qui montre l'artiste engagé. Mais en fait, maintenant, quand vous regardez Guernica, vous dites « C'est beau ». Vous dites « C'est beau » parce que vous vous êtes approprié cette œuvre et vous avez des clés de lecture philosophique, de réflexion qui prolongent la simple observation, pour reprendre le premier sujet que j'ai traité, qui dépasse simplement les premiers affects pour incorporer à ces premiers affects une culture, une histoire. Et forcément, c'est beau. C'est beau parce que c'est profond et parce que ça nous interroge. Et donc, les œuvres d'art nous interrogent. Et ça, c'est une beauté intellectuelle. Pas une beauté physique simplement, mais intellectuelle. La beauté d'un message qui est délivré et qui nous rend plus intelligents, plus humains, plus justes, plus héroïques. Par exemple, sans parler de l'art contemporain qui peut utiliser la laideur, prenons l'œuvre de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, vous savez, c'est ce peintre du Moyen-Âge qui peint des monstruosités, mais vraiment atroces. Des femmes poissons, des hommes avec tout nus, avec des tétons cornus. Enfin, c'est une galerie de monstres. Oui. Et mais Jérôme Bosch, ça reste de l'œuvre d'art. Alors aujourd'hui, encore une fois, on peut trouver ça beau, parce qu'on aime bien Jérôme Bosch, et puis ça fait partie de notre culture, mais je vous garantis qu'il y a quand même un frisson d'horreur quand vous voyez ça. Et pourtant, c'est une œuvre d'art, indéniablement, nous avons affaire à un artiste. Et même le cri de Munch, vous savez, qui a inspiré le film Scream, le cri, cet homme qui ouvre la bouche et aucun son ne sort de sa bouche, il essaie de crier, il n'y arrive pas, avec ce ciel rougeoyant, volcanique, eh bien, c'est pas beau, bien sûr, c'est pas beau, mais c'est extrêmement poignant. Une œuvre d'art ne doit pas être nécessairement belle, mais elle doit être nécessairement forte, poignante. Elle doit nous interroger dans notre humanité. On peut dire que l'œuvre d'art révèle une vérité qui était cachée sous nos yeux. Elle révèle ce que l'observation ne nous donnait pas. C'est un peu la thèse de la Letheia, du dévoilement de Martin Heidegger, qui est un nazi notoire, mais que vous pouvez citer dans vos copies, parce que les professeurs de philosophie n'ont pas encore vraiment acté que c'est un nazi notoire. Voilà, donc voilà pour le sujet. L'œuvre d'art était nécessairement belle, on a fini pour la série ES, on passe à la série S. Avec deux magnifiques sujets, hein, vraiment, à chaque fois c'est des enchantements, les sujets de philosophie. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Très technique sujet. Alors, défendre ses droits, est-ce nécessairement défendre ses intérêts? Est-ce pas, il n'y a pas de nécessairement. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Alors, on sent bien qu'il va falloir répondre non, là aussi, c'est marrant, vous avez vu, tous les sujets nous poussent à répondre non. C'est peut-être le nouveau parfum de l'époque macroniste. Il va falloir qu'on soit contre les institutions, contre les partis en place, voilà, toujours pour provoquer le dynamisme dans une logique capitaliste extrême. Je ne sais pas, mais en tout cas, ceci dit, ils n'ont peut-être pas été choisis sous l'ère Macron, mais sous l'ère Hollande. Je ne vais pas ouvrir le débat politique avec vous. Défendre ses droits et se défendre ses intérêts, on suppose que les gens diront non, même s'ils ne comprennent pas la question. On a l'impression qu'il y a deux choses différentes, et on nous dit, est-ce que c'est la même chose? Donc forcément, c'est non. Alors défendre ses droits et défendre ses intérêts, première partie, on va répondre un non massif, hein, un non vraiment frontal. Défendre ses droits, c'est défendre ses droits au niveau légal. Voilà, le droit de vivre, le droit d'avoir un logement, le droit d'avoir un emploi, le droit de ne pas être discriminé, ça c'est de la défense de droits. Et je dirais la loi nous protège pour qu'on puisse ne pas être lésé dans ses droits. Mais nos intérêts, c'est plus compliqué. J'ai tout à fait intérêt à gagner plus d'argent que le voisin. J'ai tout à fait intérêt à ce qu'on parle de moi. J'ai tout à fait intérêt à ce que j'ai des faveurs et je récolte des avantages. Et ça, c'est pas du tout dans l'ordre de la loi. Donc évidemment non. Défendre ses droits et défendre ses intérêts, c'est des choses totalement différentes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a du lobbying, de la communication d'influence. Il y a des groupes de pression, des groupes d'intérêt qui veulent directement s'adresser aux politiques pour leur vendre ce que leur compagnie ou leur groupe de pression préconise. Ça peut être du tabac, ça peut être du sucre,
ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire ça peut être de la pollution, vous savez. Il est dans l'intérêt, par exemple, de ceux qui vendent de l'essence, d'acheter des scientifiques qui vont nous dire que finalement il n'y a pas de pollution. Il est dans l'intérêt de ceux qui vendent des cigarettes. 78 000 morts par an, hein, mort évitable, première cause de mort évitable en France. Ceux qui vendent des cigarettes ont tout intérêt à acheter des scientifiques et à faire pression sur ceux qui font du cinéma pour que le héros fume la cigarette à l'écran. Voilà, ça c'est défendre leurs intérêts, mais c'est pas défendre leurs droits. Évidemment, c'est pas une question de défendre leurs droits. Donc les choses sont séparées. Deuxième partie, on va répondre oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose en fait. Et là, Rousseau nous aide encore une fois avec son contrat social. Finalement, j'ai tout intérêt à être dans la justice et à être dans la légalité. Et donc à chaque fois que je défends mes droits, je défends mes intérêts dans le sens de mes intérêts citoyens. C'est mes intérêts citoyens. Et donc je ne dois pas justement défendre mes intérêts corporatistes. Je ne dois pas vouloir m'excepter du corps social et rouler pour ma pomme ou rouler de façon corporatiste pour ma profession, etc. Je dois être un citoyen intégré à la communauté républicaine, et donc je dois à chaque fois défendre mes droits, mais défendre les droits des autres également. Et donc là on peut dire tout simplement, on peut parler de la lutte antiraciste par exemple, je peux très bien en tant que blanc défendre le racisme anti-arabe ou anti-noir, je peux très bien le défendre au nom de l'humanité, au nom de l'idée que je me fais de l'humanité. Ce qui est déplorable aujourd'hui, vous le savez bien, c'est qu'on interdit aux Blancs de se mêler de la lutte antiraciste contre la négrophobie, alors que c'est ridicule, parce que, évidemment, être contre l'injustice humaine, il n'y a pas de couleur de peau pour ça. Même si on ne vit pas, on n'est pas victime soi-même d'insultes racistes, on a des amis qui le sont, on a même des enfants qui le sont si on a des enfants métis, et on a tout à fait des citoyens français qui le sont. Et donc, à partir du moment où un citoyen français est traité de sale noir, ou de sale arabe, ou de sale juif, je dois m'en mêler en tant que citoyen, quelle que soit ma profession. Et donc il faut sortir d'un communautarisme des revendications minoritaires pour aller vraiment dans l'idée justement que je défends les droits des autres, mes droits à travers des luttes qui ne sont pas dans mes intérêts immédiats. En fait, ça peut être aussi dans mes intérêts, mais on va forcer cette voie-là. Pareil pour le sexisme, la lutte antisexiste, le féminisme. Les hommes peuvent être féministes. Je suis un homme féministe, il y en a d'autres. On peut très bien militer pour que les droits des femmes soient totalement respectés. C'est pas forcément dans mon intérêt. Bon, oui, peut-être d'un point de vue très général, mais encore une fois, j'évacue ça. Dans mon intérêt, je dirais, c'est justement d'être sexiste et d'être antiféministe. C'est-à-dire que de me dire, parce que je suis un homme, mon intérêt, c'est d'éliminer la moitié de l'humanité dans tout ce qui est compétition. Quand je fais une télévision, j'ai tout à fait intérêt à ce qu'il n'y ait que des mecs, c'est ce qui arrive, puisque à France Télévisions, il n'y a que 16% d'expertes, voilà, contre 84% de mecs. Dès qu'il s'agit de parler de choses sérieuses, les mecs sont là. Le cinéma, je vous raconte même pas, les rôles féminins, c'est 20% des rôles intéressants, le reste, c'est 80% des rôles d'hommes. Et puis, l'art contemporain, l'art exposé, c'est 92% des œuvres d'art sont des œuvres signées par des hommes. Donc, si je suis un homme qui défend ses intérêts, il a tout à fait intérêt à être sexiste et à être zémourien et à dire « Oh, les femmes, elles sont terribles, elles veulent tout, mon Dieu, mon Dieu. » Bon. Mais évidemment, je ne suis pas du tout comme ça. Le but, c'est, encore une fois, l'égalité, et donc je défends les droits, et même si c'est pas dans mes intérêts. Voilà, on peut radicaliser sur les combats minoritaires. Troisième partie, à votre avis, de quoi on va parler en troisième partie? Vous le savez très bien, de la philosophie, parce qu'il faut sucer les doigts de pied du correcteur pour avoir la meilleure note. C'est ça la méthode Weyout, c'est arnaquer le correcteur, rentrer dans sa tête pour être le premier du paquet de copies. Méthode Weyout qui a fait ses preuves et qui fera à mon avis ses preuves cette année. J'attends les retours et les résultats des bacheliers qui ont utilisé ma méthode, et en tout cas ça leur a donné confiance parce qu'ils sont allés au baccalauréat en disant je vais défoncer le prof, voilà. Et c'est toujours plus excitant que de dire mon Dieu je suis illégitime, mon Dieu la philosophie c'est dur. Y aller avec la patate et la certitude confiante de pouvoir avoir une très bonne note au bac, ça donne vraiment la pêche, voilà. Donc on va répondre non, défendre ses droits ce n'est pas défendre ses intérêts.
Et on va essayer de montrer qu'en fait, tout dépend de la réflexion, tout simplement, de la pensée. On va séparer les deux, et parfois, il va falloir ne pas défendre ses droits, et même lutter contre les droits qu'une loi injuste nous a donnés. Prenons par exemple le cas de la discrimination dans l'apartheid en Afrique du Sud, ou même de la Deuxième Guerre mondiale, des lois vichistes par exemple. Mon droit c'était de passer devant les Juifs, mon droit c'était de pouvoir humilier des Noirs, et ben en fait je dois lutter contre ce droit-là. Pour un intérêt supérieur qui est l'intérêt de la philosophie et de l'humanisme tout simplement. Merci les amis de partager, je vois que vous partagez, merci. Et donc je dois évidemment réfléchir, penser du point de vue de la loi universelle. On peut parler de Kant, l'impératif catégorique de Kant fait en sorte que quand tu décides de quelque chose, eh ben tu étends la maxime de ton action à l'universel. Est-ce que ce que tu fais est valable pour tous les hommes? Et là tu seras vraiment dans quelque chose de l'ordre de la morale. Sinon, si c'est juste pour ta pomme, franchement ça ne fonctionne pas. Merci tout le monde de réagir. Voilà, on finit la série S par le dernier sujet de la série S. Peut-on se libérer de sa culture? Un sujet qui pour moi est le plus beau qui a été donné cette année sur les 8 sujets. Voilà, pour moi c'est vraiment le plus beau. Peut-on se libérer de sa culture? C'est le sujet d'actualité, c'est le sujet qui est d'une puissance extraordinaire, rien que la formulation du sujet fait bouger des choses dans la tête. Vous voyez, je suis sûr que des jeunes qui ont ce sujet et qui savent qu'il existe ont réfléchi. Et c'est un sujet qui va vraiment extrêmement ancré dans les polémiques actuelles sur le communautarisme, sur l'enfermement de l'identité dans une culture donnée qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Donc grand 1, peut-on se libérer de sa culture? Alors moi je pense qu'on dira oui, c'est peut-être le seul sujet où on peut dire oui. Même au micro-trottoir, les gens diront oui. Parce qu'on sait bien que la culture peut être enfermante. Et que c'est pas parce que j'ai une culture, c'est-à-dire en fait que j'ai des parents qui m'ont endoctriné dans une religion ou une société qui m'a endoctriné dans une culture donnée, que je dois me revendiquer de cette culture. Aujourd'hui on est dans la mondialisation, aujourd'hui on peut vraiment composer sa religion, composer ses valeurs, composer sa façon de voir le monde en utilisant toutes les cultures qui sont à portée de notre vie. Voilà, et donc on sent bien qu'il faut répondre oui. Peut-on se libérer de sa culture? Le oui dans le grand 1, qui va être un peu radical, c'est qu'on doit se libérer de sa culture. Il faudrait considérer la culture comme un enfermement, comme un piège, qui nous donne bien sûr des belles choses, l'accès à des valeurs, à une boussole morale, l'accès à une vision du monde, mais garder une seule vision du monde, c'est s'enfermer dedans. Et donc il faut impérativement voyager dans les cultures, aller vers la différence, aller vers l'altérité, de façon à remettre en question cette culture. Je pense aux lettres persanes, voilà, je pense, il y a des ouvrages comme ça, Montesquieu, vous pouvez interroger tous ceux qui ont plaidé pour une ouverture d'esprit. Rousseau aussi en parle, bien sûr, là, on a beaucoup de philosophes, ou même là, la littérature peut vraiment aider, hein. Je pense à Victor Ségalen, je pense à des poètes, des philosophes qui ont pensé l'idée que, Édouard Glissant, ont pensé que l'idée que c'est de justement sortir de sa culture qui peut être un piège et de voyager à travers les cultures pour composer sa vision du monde. Le grand 2, il va falloir répondre non. Non, il est impossible de se libérer de sa culture. Elle est là comme un atavisme, comme quelque chose qui est de l'ordre d'un conditionnement premier, ne serait-ce que par l'utilisation du langage. Parler dans une langue, c'est penser à travers cette langue. Et donc forcément, à moins d'apprendre plusieurs langues, c'est quand même très dur de sortir de sa culture. Je peux devenir biculturel. Je peux vivre longtemps dans un autre pays, partager la vie avec quelqu'un qui est étranger. Mais il n'empêche que ma culture, celle qui a fait mon enfance, qui a fait mes premiers repères, ne pourra jamais, jamais, jamais s'enlever. Elle est indélébile, elle est inscrite en moi comme le premier marqueur qui me permet de penser le monde, de voir le monde, de dire le monde, et je ne peux jamais vraiment m'en libérer. Et donc c'est assez passionnant de voir que, et c'est assez pessimiste, mais c'est beau de plaider là-dessus en grand 2.
Et puis, je dirais même que toute liberté passe par ma culture. L'idée même de se libérer, là je radicalise l'antithèse, l'idée même de se libérer, c'est par la culture que je le trouve. Donc si la culture est un vecteur de libération pour l'individu, comment puis-je me libérer de ce qui me libère? Vous voyez, c'est pas possible. Voilà, à moins d'adopter effectivement une culture totalement étrangère, mais quelque part, c'est finalement mourir à soi-même et renaître. Quand je cesse d'être français pour devenir, je sais pas moi, américain, très vite il s'agit d'oublier ce que je suis et de renaître. Et donc, quelque part, je ne me libère pas de ma culture, j'adopte juste une nouvelle culture de façon un peu non réfléchie et fanatique, et je m'enferme à nouveau. Toute culture est un enfermement qui me permet de me libérer de tout sauf d'elle-même. En troisième partie, on répond bien sûr oui, mais. Et à votre avis, de quoi je dois parler dans cette troisième partie qui va culminer dans le grand 3 petit c? Je vais parler évidemment de la philosophie. Je vais parler de la philosophie en disant que peut-on se libérer de sa culture? Oui, par le questionnement critique, par la pensée, par l'autonomie de la pensée, sortir des tutelles, dit Kant, essayer de s'approprier la réflexion pour remettre en question sa culture. C'est finalement s'en libérer au sens où je vais pouvoir la relativiser, je vais pouvoir prendre des distances, prendre des choses qui sont bien dans ma culture, mais rejeter ce que je juge par ma conscience et par ma raison être rejetable, non nécessaire. Et ainsi va le progrès de la culture. Une nouvelle génération critique, philosophe, va remettre en question la culture. Ça fera scandale, il y aura la guerre des anciens et des modernes, mais ça fera aussi avancer la culture. La culture est vivante, comme une langue est vivante. La nouvelle génération utilise des nouvelles expressions et elle fait avancer la culture. La culture, c'est pas quelque chose de statique, de donné, de figé, de monolithique. C'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de vivant, et c'est que en m'en libérant que je la fais avancer. Voilà, grâce à la philosophie évidemment. Nous passons aux deux derniers sujets de ces épreuves de bac, les séries technologiques. Le premier sujet, c'est y a-t-il un mauvais usage de la raison? Encore une fois, la raison est là. On a vraiment l'envie de répondre oui au micro-trottoir. Oui, il y a un mauvais usage. Il faudra définir ce que c'est un mauvais usage. Est-ce que c'est j'utilise mal ma raison et je commets le pire? Je commets l'injustice, je commets du vice? Est-ce que c'est je me trompe, je suis dans l'erreur? C'est pas la même chose. Dans la première chose, je suis dans le champ moral. Un mauvais usage de ma raison, c'est que j'utilise ma raison pour commettre le mal. Mais je peux aussi utiliser ma raison et être prisonnier de ma raison et être dans l'illusion. Donc c'est une partie un peu cognitive, scientifique. Voilà. Donc on répond oui, bien sûr. Oui, il y a un mauvais usage de ma raison. Le grand 1, je vais radicaliser. Une raison qui serait triomphante, qui n'aurait pas d'appareil critique, qui ne se fonderait pas sur la foi, l'intuition, l'imagination, eh ben, c'est une raison forcément limitée. Même les plus grands scientifiques sont des grands poètes et ils imaginent, avant même de raisonner, ils imaginent des mondes, des hypothèses parallèles. Et donc le mauvais usage de la raison, c'est de se restreindre à la raison pour connaître, sans s'en faire appel aux parties les plus insondables et les plus imaginatives et créatives de la psyché. Un mauvais usage de la raison, non, en fait, deuxième partie. Il n'y a pas de mauvais usage de la raison, et là on peut reprendre du Kant. La raison est toujours dans un bon usage. Elle peut être limitée. On peut parler de Freud si on veut montrer que l'inconscient est une limitation la vision que j'ai de moi-même. Mais fondamentalement, il n'y a pas de mauvais usage de la raison, simplement elle est limitée, elle est limitante, mais dès que j'utilise ma raison, je suis dans le camp du bien, parce que utiliser sa raison, c'est vouloir accéder à la vérité, et on ne peut pas dire qu'il y a de mauvais usages. Quand je me trompe, c'est que je fais un mauvais usage non pas de ma raison, mais de ma faculté de connaître, qui n'est pas la même chose. Et quelque part, si je suis dans la raison, je vais pouvoir comprendre que je me suis trompé et rectifier mes erreurs. Et donc même l'erreur fait partie d'un bon usage de la raison, puisque ça me permet d'avancer dans mon parcours de connaissances. Et la troisième partie, à votre avis, on va parler de philosophie bien sûr, le mauvais usage de la raison, il y en a un, c'est une raison qui ne s'interrogerait pas, qui chercherait des certitudes et non pas du questionnement, qui chercherait de façon dogmatique, la raison dogmatique, à imposer ses vues aux autres et non pas à les critiquer, à les élaborer dans le dialogue. Et donc on parle un peu du dialogue, on parle un peu de la philosophie dans cette troisième partie. Dernier sujet de cette série Baccalauréat 2017, série technologique,
pour trouver le bonheur, enfin un peu de bonheur. On était dans la rationalité, on était dans des choses techniques, la morale, le droit, etc., la justice. Enfin du bonheur. Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Grand 1, alors on répond forcément oui, hein, là le sens commun c'est de dire oui, ça, c'est bien quand même de dire qu'on doit quand même un peu bosser pour avoir le bonheur, hein, il n'est pas tout cuit donné d'avance. Pour trouver le bonheur, il faut le chercher, bien sûr. Grand 1, oui, il faut le chercher. Le bonheur, c'est savoir ne pas être victime des facilités, d'une vie de pure gourmandise et de pure licence, c'est-à-dire où tout est permis, c'est pouvoir savoir comment se limiter. Évidemment, le bonheur n'est pas donné comme ça spontanément, dans un monde concurrentiel, dans un monde où il y a le mal, même la banalité du mal, comme le disait Hannah Arendt, où des gens très simples et ordinaires peuvent commettre les pires atrocités. Franchement, le bonheur n'est pas donné. Le bonheur, il doit véritablement se chercher et parfois se poursuivre, hein. C'est le slogan de la Constitution américaine, je crois. La poursuite du bonheur, c'est presque un droit. C'est presque un droit en Amérique. Chacun doit pouvoir poursuivre son propre bonheur. Et donc le bonheur est un combat, est une aventure. Il n'est pas du tout aisé de le trouver. Et je vous rappelle ce mot de Arthur Schopenhauer, qui faisait partie des 39 références d'ailleurs, hein, de la méthode Voyout que je vous ai donnée. La méthode Voyout, c'est aussi 39 références pour épater le correcteur et avoir une excellente note. Schopenhauer qui nous dit « La vie n'est pas faite pour que nous soyons heureux, mais pour que nous ne le soyons pas ». Schopenhauer est un philosophe pessimiste qui montre qu'on est là pour morfler et que tout bonheur est illusoire et que finalement la vie ne couvre pas ses frais, la vie est une suite de malheurs. Émile Cioran, le philosophe, pouvait aussi nous dire des choses de cet acabit-là. Grand 2, on va dire que non, surtout pas. Il ne faut pas chercher le bonheur pour le trouver. C'est un peu le mot de Picasso quand il parle de sa matière artistique. Il dit « je ne cherche pas, je trouve ». C'est l'intuition, c'est la certitude intime d'être dans le vrai, qui ne doit pas du tout faire partie d'une élaboration rationnelle, d'un plan d'action, d'un coaching. Voilà, on ne cherche surtout pas le bonheur, il faut le vivre le bonheur, et donc il faut le trouver sans le chercher. C'est quelque chose de l'ordre de la santé solaire, dirait Nietzsche, et certainement pas d'un plan de gestion, d'un plan de communication. Le bonheur ne se gère pas, le bonheur ne se trouve pas. C'est écouter son cœur, écouter ses pulsions profondes, être dans quelque chose de l'ordre de la spontanéité. Et donc on ne cherche pas sa propre spontanéité, on la trouve. Et puis la dernière partie, pour terminer ces épreuves de bac 2017, cette correction très spontanée, hein, que je vous ai livrée. Bien sûr qu'il faut chercher le bonheur, mais à votre avis, en grand 3, on doit parler de quoi dans sa disserte de philo? De la philosophie. Il faut chercher le bonheur comme un philosophe doit le chercher, c'est-à-dire en méditant sa vie, c'est-à-dire en réfléchissant, en remettant en question toutes les connaissances acquises. Ça renvoie un peu à Descartes. Le bonheur, bien sûr qu'il se trouve en se cherchant. Il faut combattre ses colères, combat-toi toi-même, nous dit Sénèque en parlant de la colère. Voilà, il faut réfléchir sur ses affects et même sur son inconscient, dirait Freud. Et c'est une recherche qu'est la psychanalyse, une recherche pour comprendre ses désirs profonds et véritables qui ne sont pas si évidents que ça à trouver. Et donc il y a une réflexion, une recherche intime pour être dans sa propre authenticité, sa propre vérité. Et puis le bonheur, si c'est l'idéal grec, qui faisait aussi partie des 39 références, le kalos kagatos, l'homme qui est beau et bon, hein, excusez-moi, mais ça se cherche vraiment, ça se trouve pas. Être beau, ça veut dire être dans un corps sain, c'est chercher en cherchant la santé ça se cherche. Être dans la diététique, ne pas manger n'importe quoi, faire du sport, avoir une saine hygiène de vie, une vie sage, et puis être dans la vertu, hein, beau et bon, être dans la bonté, ça se cherche. Certainement pas en cherchant à tout prix à jouir aux dépens de l'autre, à être heureux aux dépens de l'autre.
à être heureux parce que l'autre est malheureux dans une option cynique, mais au contraire, chercher le bonheur, c'est pouvoir accéder à des idées humanistes, des idées qui font grandir l'humanité à travers mon bonheur. Le bonheur finalement qui se trouve et que l'on a cherché grâce à la philosophie est un bonheur partageable, un bonheur dont je peux faire profiter ma communauté et la communauté des hommes et des femmes. Je vous remercie, je vous renvoie à ma page Facebook, facebook.com/Vincent Cespedes, page tout accrochée. C'est une page philosophique où on fait beaucoup de conférences live et de débats live, ce qui n'a pas trop été le cas. Là, c'était plutôt pour le Huffington Post l'idée d'une vidéo correction du baccalauréat. Mais je vous donne rendez-vous sur ma page officielle Facebook où il y a beaucoup de débats. C'est relayé sur mon Twitter, twitter.com/Vincent Cespedes. Et puis nos Agora vidéos citoyennes, où des citoyens détournent la technologie vidéo Facebook Live pour proposer des débats aux autres citoyens en vidéo live, où ils lisent les commentaires des copilotes, des internautes qui sont là. Vous pouvez vous-même faire des Dream Tanks, c'est facebook.com/Dream Tanks. Allez-y, abonnez-vous. Demandez à tous ceux qui ont fait le bac de philo cette année de prolonger leur expérience de la philosophie en me suivant et en suivant la page de Dream Tanks, les Agora vidéos citoyennes. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur vos smartphones, car je suis le premier philosophe à avoir développé des réflexions nouvelles, non pas sous forme de livres ou de conférences, mais sous forme d'applications philosophiques. Je vous renvoie à Deepro, DEEPRO, qui est gratuit en ligne sur vos smartphones, qui va scanner vos valeurs humaines, une nouvelle réflexion axiologique sur vos valeurs humaines. Et puis je vous renvoie à cette petite gourmandise qui me tient tant à cœur, ce tarot philosophique qui s'appelle le jeu du phénix, qui est sorti sur smartphone. Vous tapez le jeu du phénix sur Google Play ou Apple Store, vous l'avez gratuitement. Et il s'agit de tirer des cartes, un peu comme une voyante, mais sans adhérer au mysticisme, juste pour penser votre vie et le monde différemment. Vous pourrez notamment, par un algorithme unique au monde, avoir votre carte du jour et méditer. Je vous renvoie aussi aux pages Facebook sur le jeu du phénix, où vous pouvez échanger tout ça. C'est une façon de rendre la réflexion assez sexy et surtout utile aujourd'hui dans un monde de plus en plus brouillon, de plus en plus falsificateur, de plus en plus insensé parce que sursensé, débordement de sens. La philosophie est ô combien utile pour pouvoir tailler sa route en restant droit comme un i jusqu'à la tombe. Je vous remercie infiniment et rendez-vous pour le bac à l'année prochaine.